Bitcoin a perdu plus de valeur depuis son point maximal que le BNB. Pour te donner une idée, Bitcoin est à moins 70% depuis son ATH, alors que le BNB est seulement, triple guillemets, à moins 57,6%. Et si je te disais que tout ça était prévisible, et ce même bien avant que tout ça se passe? 3. Ça te paraît dingue? Eh bien, pas tellement. On va parler des tokenomics dans cette vidéo et surtout on va voir comment elles influencent le prix. Alors ne prends pas peur parce que c'est un mot compliqué, tu vas te rendre compte qu'en final c'est très simple. Dans cette vidéo, on va donc regarder la différence entre le BNB et le Bitcoin et on va essayer de comprendre pourquoi cette différence au niveau de la baisse. Les premières métriques qui vont m'intéresser à moi, c'est les métriques juste là. Le premier, c'est l'offre en circulation, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qui existe à l'heure actuelle. La deuxième, c'est l'offre totale, c'est-à-dire c'est l'offre maximum qu'on va pouvoir atteindre à l'heure actuelle. Et la troisième, c'est l'offre maximale, c'est l'offre qu'on ne pourra jamais dépasser. C'est-à-dire qu'il va y avoir au maximum 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais un de plus. Et maintenant, switchons sur le BNB. Le BNB, lui, il a une chose qui est très particulière, c'est le fait que, comme tu l'as compris, le Bitcoin est inflationniste. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de Bitcoin. Tu le sais très bien, tous les 4 ans, on a un truc qui s'appelle le halving. Le halving, ça va réduire les émissions de Bitcoin par 2. Et en général, c'est suite à ça qu'on a un bull run qui démarre. Ça veut quand même dire que tout le temps, en permanence, on a des Bitcoins qui sont créés, qui sont distribués aux mineurs, et on appelle ça de l'inflation. Et oui, l'inflation, ça existe aussi dans les crypto-monnaies. Pour les gens qui s'amusent à chasser des altcoins ou qui s'amusent à faire la quête au PancakeSwap, etc., eh bien, ils sont très familiers avec l'inflation parce que c'est directement cette inflation qui leur est redistribuée. Du coup, porte particulièrement attention à ces 3 informations-là, notamment la première et la dernière, parce que c'est celles-ci qui vont vraiment te donner un edge par rapport à tout ce qui se fait autrement. Maintenant, regardons le cas du BNB. Pour le BNB, c'est un petit peu plus caché parce que ce qu'il fallait savoir, c'est que l'offre maximale n'est pas de 165 millions, mais plutôt de 200 millions. Et ça change absolument tout. La différence avec le BNB, c'est que tous les tokens sont émis. Comme tu peux le voir, il y a 163 millions de tokens sur 163 millions. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'inflation parce qu'on ne peut pas créer plus de tokens. C'est totalement impossible, c'est écrit dans les smart contracts. À l'inverse de Bitcoin, qui lui va continuer de gagner en quantité jusqu'au moment où on va passer aux 21 millions. Ok, du coup, qu'est-ce qui nous intéresse là-dessus? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre maximale, c'est-à-dire la quantité totale maximale qui pouvait être mintée de BNB, eh bien, elle n'est pas de 165 millions, mais au contraire, elle est de 200 millions. Je t'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va venir brûler du BNB au fur et à mesure que des transactions se passent pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de BNB. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des burns qui sont organisés. Ces burns-là, c'est tout simplement une certaine quantité de BNB qui va être retirée de la supply et qui va être brûlée, c'est-à-dire envoyée sur une adresse sur laquelle ils ne seront plus utilisables. En faisant ça, on va réduire la quantité de BNB en circulation et comme tu le sais, plus une ressource est rare, du coup moins il y en a, et bien plus cette ressource a tendance à s'apprécier en valeur. Et ça, c'est pas quelque chose de tout nouveau, hein. Le BNB qui brûle, ça existe depuis très longtemps. On a des articles qui datent de 2017 qui expliquent que le plan, à terme, c'est de descendre la supply du BNB, du coup la quantité en circulation, à un minimum de 100 millions. C'est-à-dire qu'on sera passé de 200 millions net au lancement à 100 millions. On aura donc divisé par 2 la quantité de BNB en circulation. C'est grâce à ce phénomène-là que si demain on arrête d'injecter de la valeur dans le BNB, eh bien le BNB va s'apprécier parce qu'on va en virer et on va en supprimer via des burns, alors qu'à l'inverse, si on arrête d'injecter de l'argent dans Bitcoin, eh bien la valeur de Bitcoin va descendre parce qu'on continue de minter des nouveaux Bitcoins. Est-ce que tu comprends maintenant un petit peu la dynamique qu'il y a là derrière et surtout l'importance qu'il y a derrière en fait cette supply qui va monter ou descendre? Chose également très importante, c'est que les tokenomics de ces crypto-monnaies ne sont pas forcément figées dans le temps. Elles peuvent changer, elles peuvent évoluer. Par exemple, Ethereum va avoir un changement massif et ce changement massif-là, tu en as entendu parler très clairement, c'est le fameux merge. D'ailleurs, fun fact, au cas où tu le savais pas, mais Ethereum n'a pas de limite au niveau de sa production. C'est-à-dire qu'on peut avoir une quantité illimitée d'Ethereum qui seront produits. Tous les jours, on a de plus en plus d'Ethereum qui sont produits, et du coup, s'il n'y a personne qui est là pour les acheter, eh bien en toute logique, le prix va baisser. L'objectif du merge, ça va donc être de réduire la quantité d'Ethereum qui vont être produits tous les jours via la validation de blocs. Pour te donner une idée, à l'heure actuelle, il y a 13 000 Ethereum qui sont émis par jour, donc qui rentrent sur le marché. A l'inverse, quand le merge va passer, on n'aura plus que seulement 1600 Ethereum qui seront produits par jour.
Autant te dire que c'est une réduction de quasiment 90% et que c'est ça ce qui est extrêmement bullish pour le merge. Plus que simplement le fait qu'on va passer en proof of stake. C'est vraiment cette information-là qui est très intéressante et qui fait que le merge, effectivement, va être intéressant. Ça veut dire qu'il y aura besoin de moins d'argent qui rentre sur l'Ethereum tous les jours pour faire en sorte que le prix continue de grimper. Du coup, ce qui est très important à garder en tête, ça va être les émissions de ces protocoles que tu utilises. C'est-à-dire de savoir quelle est la quantité de tokens qui existe à l'heure actuelle, vers quoi cette quantité-là va tendre, est-ce qu'elle va avoir tendance à augmenter, est-ce qu'elle va avoir tendance à diminuer, et si elle va avoir tendance à augmenter, est-ce qu'il y a des plans qui sont là pour s'arranger qu'elle n'augmente pas trop. C'est également grâce à ça que j'ai pu détecter que le GST au niveau de STEPN, c'était une arnaque totale. Pour te donner un ordre d'idée, le GST au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser au projet, il y avait 7 millions de GST en circulation. Aujourd'hui, on est à 481 millions et l'inflation augmente de façon de plus en plus violente parce qu'il y a de plus en plus de chaussures pour produire de plus en plus de GST. Autant te dire que s'il n'y a pas assez d'argent qui rentre là-dedans, et il n'y a absolument pas assez d'argent qui rentre là-dedans pour capitaliser là-dessus, eh bien le prix n'a absolument aucune chance de remonter, et ce même avec les catalystes qu'il peut y avoir derrière, notamment les annonces de mise à jour, etc. C'est également pour ça qu'il faut faire gaffe sur de nombreux projets. On va reprendre le projet de STEPN avec par exemple le GMT et qu'il faut faire gaffe avec la quantité de tokens qui est actuellement en circulation et la quantité de tokens qui peut arriver en circulation. Ici par exemple on peut voir que l'offre en circulation, du coup la supply actuelle, est d'environ 600 millions de GMT alors que la quantité totale qu'il y aura un jour est de 6 milliards. C'est un facteur x10. Alors tu vas me dire, et il est où le souci là-dessus? Eh bien le souci là-dessus, c'est-à-dire que avec les années, avec le temps, on va avoir une quantité énorme de GMT qui vont venir rejoindre le marché et il faudra bien qu'il y ait des gens qui vont s'amuser à les minter. On sera donc dans une période qui sera extrêmement inflationniste pour le GMT et s'il y a personne qui est là pour les acheter, eh bien malheureusement le prix va avoir tendance à tanker. Et ça tu peux t'amuser à le checker pour quasiment toutes les crypto-monnaies. Sur certaines, les informations sont assez claires et peuvent être trouvables directement sur CoinGecko, même si elles restent très basiques, notamment avec juste la supply et la quantité maximum. Pour d'autres, il faudra aller un petit peu plus loin et il faudra effectivement t'amuser à aller chercher, par exemple sur le Twitter, ou alors regarder des articles spécialisés qui eux pourront te donner plus d'informations sur la tendance de cette crypto-monnaie-là à être inflationniste ou déflationniste. C'est pour ça que c'est également très intéressant d'utiliser cette stratégie-là pour regarder la quantité de tokens qui sont déjà mintés ou surtout le pourcentage et pour avoir une bonne idée de s'il va y en avoir d'autres qui vont rejoindre le marché ou pas. Ça permet du coup de comparer directement des blockchains ou alors de comparer directement des protocoles en fonction des tokenomics qui sont derrière et là ça peut te donner un edge au niveau des positions à prendre parce qu'évidemment tu vas t'arranger pour prendre position sur des protocoles qui ont des tendances déflationnistes ou alors moins inflationnistes que les autres. Voilà pour cette vidéo sur les tokenomics, j'espère que c'était pas trop compliqué. S'il y a des trucs que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me mettre un commentaire et on va regarder ensemble si j'arrive à répondre à ton commentaire. Voilà. Et surtout, si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est ce genre de vidéo là que je fais régulièrement. Merci à toi pour ton attention et sur ce, à plus. Ciao.